Bon, bonjour. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois à la fin, c'est que je vous ai parlé d'actine corticale et de la couche d'actine corticale. Et je vous ai un peu montré les propriétés d'une couche qui est d'épaisseur constante. Ce que je veux faire maintenant, c'est aller un peu plus loin et vous montrer comment on génère des écoulements dans cette couche corticale, que les gens appellent les écoulements corticaux. Puis après, je parlerai de fragments de kératocytes et je vous montrerai comment bougent des fragments de kératocytes. Avant ça, il y a un film que je n'avais pas réussi à faire marcher la semaine dernière, donc je vais vous le montrer. C'est la mesure de la tension d'une cellule. Donc vous voyez l'expérience ici à gauche. On aspire dans une pipette la cellule. Alors la cellule, elle a deux origines à sa tension. Il y a la tension corticale et puis il y a la tension de la membrane. Et l'idée, c'est qu'on va tirer jusqu'au moment où la cellule est à l'équilibre. Et puis quand on dépasse l'équilibre, la cellule est complètement aspirée. Et la pression, quand on dépasse l'équilibre, donc vous voyez la différence de pression, on augmente la différence de pression. La pression, quand on dépasse l'équilibre, c'est juste la pression de la place qui peut être assurée à l'intérieur du tube. Donc la différence de pression delta P, c'est 2 gamma sur petit r, où r est le rayon du tube. Donc si j'arrive à pointer la pression à laquelle la cellule est aspirée, comme je connais le rayon du tube, j'en déduis la tension de la cellule. La tension de la cellule, en gros, alors ça c'est une expérience qui m'a été donnée, il y a assez longtemps d'ailleurs, par Eva Paluch. La tension de la cellule, en gros, c'est gamma alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, les valeurs absolues de tension. La tension superficielle de l'eau, c'est 100 millNewton par mètre. Si vous prenez des fluides organiques, c'est 20. Si vous rajoutez du savon, ça baisse un peu. Ici, c'est 1 millNewton par mètre. Maintenant, l'autre chose à laquelle on peut comparer, c'est la tension de la membrane de la cellule. Ça, c'est plutôt 10-4 ou 10-5. Ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est dominé par la tension de la couche corticale d'actine que j'ai discuté la semaine dernière. Après, on peut prendre ma formule à l'envers. Je vous ai dit que la tension de la couche corticale, gamma, c'est l'épaisseur de la couche corticale. Il y a la contrainte active, que j'ai appelée zeta delta mu. Alors, je vous rappelle que pour des raisons qui, pour moi, sont historiques, ce zeta est négatif. Donc, pour avoir une tension positive, il faut qu'il y ait un signe moins là. Et si je le fais pour une membrane réelle à 2 dimensions et pas celle à 1 dimension où j'ai fait le calcul, il y a un facteur 2. Ça, on le connaît. Je vous ai montré des images la semaine dernière. Donc, il suffit de mesurer sur des images l'épaisseur de la couche d'actine. Et quand on mesure sur des images l'épaisseur de la couche d'actine, on trouve 300 nanomètres ou quelque chose comme ça. Donc, en faisant la division, je peux avoir une idée de la contrainte active, contractile dans la couche d'actine. Donc c'est moins zeta delta mu qui est là. Et on trouve quelque chose qui est entre 100 et 1000 pascal. Ça vous donne l'ordre de grandeur que les moteurs sont capables d'exercer dans le cytosquelette pour créer une contrainte. Et ça vous donne l'ordre de grandeur de la contrainte qu'on peut créer dans un cytosquelette. Je vous montrerai un autre exemple la prochaine fois. On retrouve à peu près la même chose dans l'autre exemple que je vous donnerai la prochaine fois. Donc ça, c'est la couche d'actine quand elle est d'épaisseur constante, ce qui n'est pas très réaliste. Maintenant, je vais essayer de vous parler des écoulements dans la couche corticale d'actine. Ce sont ces écoulements corticaux. Alors, je vais vous refaire mon dessin. Donc, il y a la membrane de la cellule qui est ici. Au-dessus, il y a la couche d'actine. Avec une épaisseur E qu'elle aurait si elle était constante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais perturber la couche d'actine. La façon dont je perturbe la couche d'actine, c'est que localement, je vais augmenter la contractilité.
Donc je vais exercer un delta de zeta de x. Ça, c'est la variable x. Alors, je vais supposer qu'il est maximum en 0 et centré sur 0. Donc c'est une fonction à peu près quelconque, à condition qu'elle soit petite, parce que je vais faire ça en perturbation, je vais être un peu flemmard, mais ça permet de montrer exactement les effets qu'on veut étudier. L'effet qualitatif, quand même, c'est que ici, j'augmente la contractilité. Si j'augmente la contractilité, ça va attirer de la matière à cet endroit-là. Donc ça va augmenter l'épaisseur de la couche à l'endroit où j'ai appliqué l'augmentation. Donc la couche, elle va avoir... Je ne l'ai pas dessiné en dessus, mais elle va être à peu près comme ça. Donc ça, c'est x égale 0. Donc c'est ça que je veux étudier. Et en fait, je vous ai déjà écrit les équations la dernière fois. Je vous ai écrit deux équations la dernière fois. La première, c'est l'équilibre des forces. Alors l'équilibre des forces, il y a deux forces. Il y a une friction, il y a une contrainte dans la direction x. Et j'avais écrit ça en termes de la moyenne de la contrainte. Donc d sur dx de h sigma bar xx, où je vous rappelle que j'avais moyenné la contrainte sur l'épaisseur, c'est ça que j'appelais sigma bar xx. Donc ça, c'est la force totale qui est due aux contraintes sur les deux bords. Et puis il y a une force de friction. Ça, c'est égal à 0. Donc ça, c'est l'équilibre des forces. Alors ce que je vais faire pour me simplifier la vie, parce que je n'ai pas envie de vous écrire des équations compliquées, je vais ignorer la force de friction dans un premier temps. Si j'ignore la force de friction, ça veut dire que la contrainte est constante. Donc je vais vous réécrire la contrainte et je vais écrire qu'elle est constante. Donc H sigma bar xx. Il y a un terme visqueux, l'actine est visqueuse. Et je vous avais montré que c'était 4 fois état dV sur dx, où V aussi est moyenné sur l'épaisseur, si vous voulez, c'est le flux d'actine. Après, il y a un terme qui est dû à la dépolymérisation. Donc j'avais introduit un taux de dépolymérisation. Donc si je le multiplie par l'épaisseur, il va y avoir un terme 2 fois état kd fois h. Il y a un terme qui est dû à la polymérisation, moins 2 états Vp. Et puis il y a la contrainte active, plus moins zeta delta mu, c'est la contrainte active que j'avais au départ, puis j'ai rajouté ce delta de zeta de x. Fois h égale constante. Alors il faut que je calcule la constante. Si je me place très très loin de ma perturbation, on ne va plus sentir la perturbation. Donc je vais avoir le résultat que j'avais la semaine dernière. Ça veut dire que je vais avoir l'épaisseur E moins E fois zeta delta mu, où E c'est l'épaisseur. Et l'épaisseur moyenne, je vous rappelle qu'elle est fixée par le processus que j'avais appelé de thread-milling, de polymérisation et de dépolymérisation. E, c'est Vp sur Kd. Je vais insister sur le fait que ces choses-là viennent d'articles d'Hervé Turlier. On a eu des grandes discussions. On s'est mis d'accord sur le fait que c'était ça la bonne équation et c'est ça qui conduit à la bonne contrainte. C'est un peu différent de ce qui est écrit dans les... Il manque un H ici. Merci. Et puis j'avais écrit une deuxième équation. Cette deuxième équation, c'est la conservation de la masse d'actine. Alors dH sur dt. Il y a un terme qui est le flux d'actine qui est transporté par la vitesse. Ça, c'est moins d sur dx de hv.
il y a un terme de polymérisation, et ça polymérise à la vitesse Vp par en dessous. Donc c'est plus Vp. Et puis il y a un terme de dépolymérisation, moins Kd. H. Ce que je veux faire maintenant, c'est supposer que ma perturbation ici est petite et tout linéariser, c'est-à-dire que je vais écrire que H, c'est E plus delta H, et je vais écrire que le champ de vitesse n'est pas nul, et ce que je veux calculer, c'est à la fois delta H, le changement local d'épaisseur, qui est cette courbe-là, mais aussi le champ de vitesse dans la couche corticale. Alors, je prends l'équation d'ici. Ce terme-là, donc j'écris que les termes à l'ordre 0, ils vont me donner moins E de zeta delta mu, puisque c'est comme ça que j'ai choisi l'épaisseur. Donc je prends que les corrections. Ici, dv sur dx est petit, donc je peux remplacer h par E. Donc ça fait 4 états fois E. Ici, KD, H, c'est E plus delta H. Donc le premier terme, c'est plus 2 KD delta H. Le 2 état VP, il n'a pas de perturbation, lui. Je n'ai pas perturbé la polymérisation. J'ai perturbé la dépolymérisation parce que j'ai changé l'épaisseur, mais je n'ai pas perturbé la polymérisation. Et après, il y a moins zeta delta mu delta H. Puis celui-là, il est déjà petit, donc plus E delta de zeta. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc ça, c'est les termes du premier ordre en delta H ou en delta de zeta dans cette équation-là. Il faut que je fasse la même chose avec l'autre. Donc E, il ne varie pas, donc ça fait d delta H sur dt égale Vx va être petit, donc je peux remplacer H par E. Donc ça fait moins E dv bar x sur dx. Vp, il n'y a pas de perturbation. Donc la dernière perturbation, elle vient de là, c'est moins Kd delta H. Donc j'ai deux équations pour delta H et Vx. Je vous laisse faire l'algèbre. Je vais vous écrire les résultats pour delta H et pour Vx. Alors d delta H sur dt égale. Alors delta H, delta H facteur de moins Kd sur 2 moins zeta delta mu sur 4 états. Plus delta de zeta. Delta mu sur, je ne sais pas combien de états, sur 4 états. Donc un delta mu là. Ça vous donne la variation de l'épaisseur en fonction du temps. Vous voyez qu'il y a une chose importante qui est le signe de ce terme-là, parce que si ce terme-là est négatif, ça veut dire que delta H va relaxer vers 0 ou va relaxer vers une perturbation finie. Si ce terme-là est positif, la couche corticale est instable. Donc l'instabilité de la couche corticale elle apparaît quand KD est inférieur ou égal à moins de zeta delta mu sur 2 états. La contrainte est contractile, donc le zeta delta mu est négatif, donc ce terme-là déstabilise, ce terme-là stabilise. Ce qui stabilise la couche corticale d'actine, c'est la dépolymérisation. Si la dépolymérisation est trop petite devant la couche active, l'épaisseur va augmenter exponentiellement avec le temps et la couche corticale est instable. Donc évidemment, pour regarder le champ de vitesse, je vais supposer que la couche est stable.
Ça veut dire que ce terme-là est négatif. Ça veut dire que KD plus zeta delta mu sur 2 zeta est supérieur ou égal à 0. Après, je vais calculer l'autre quantité qui m'intéresse. Je suppose que le système relaxe vers une solution d'équilibre, donc un état stationnaire. J'attends l'état stationnaire. Ça va être une exponentielle décroissante et ça va relaxer vers la valeur qui annule cette condition-là. Alors l'état stationnaire, c'est delta H égale, ça va être proportionnel à delta de zeta fois delta mu fois E sur 2 zeta KD plus zeta delta mu. Comme je vous l'avais dit, c'est proportionnel à delta de zeta. Le dénominateur est positif parce que la couche est stable. Et donc ça veut dire que delta H est grand là où delta de zeta est grand. Delta de zeta, je l'ai centré en 0. Donc en 0, la couche est la plus épaisse. Et puis l'épaisseur de la couche décroît comme ça, exactement comme zeta delta mu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait attendre. Ce qui est peut-être un peu moins trivial pour vous, c'est que ça génère un champ de vitesse. Donc j'ai une autre variable que je ne connais pas, qui est dxvx, qui est là et qui est là. Donc il faut remplacer delta H là-dedans, puis vous trouvez dxvx. C'est moins delta de zeta delta mu KD sur 2 zeta KD plus zeta delta mu. Ça, c'est toujours ma condition que la couche est stable qui me dit que ça, c'est positif. Donc ça veut dire que dxvx est négatif. Alors, je vais vous tracer l'allure de dxvx. Donc je trace x. Comme mon problème est symétrique, la vitesse doit être nulle en 0. La vitesse est nulle en 0 et dxvx est négatif. Maintenant, si je vais très loin, delta de zeta vaut 0. Donc si je vais très loin, la dérivée de la vitesse est nulle, donc la vitesse est constante. Donc ça va faire un truc comme ça. Ça, c'est dxvx. Maintenant, j'ai un peu triché au départ. Je vous ai dit, il n'y a pas de friction. S'il y a de la friction, à très longue distance, la friction va tuer le champ de vitesse. Et ça veut dire qu'à grande distance, ça ne va pas aller vers une constante, ça va retendre vers 0. Et ça, c'est l'effet de la friction. Alors, le mécanisme de l'écoutement cortical, c'est que si je suis ici, la vitesse est positive. La vitesse est positive, ça amène de la matière ici. Ici, c'est l'endroit où le film est épais. Là où le film est épais, la dépolymérisation est plus grande. Donc, je transporte de la matière ici qui est dépolymérisée jusqu'à ce qu'on atteigne l'état stationnaire. Si je regarde de ce côté-là, la vitesse est négative. La vitesse négative transporte, pareil, la matière vers le centre. Donc, le champ de vitesse, il est comme ça. Je vais vous redire la même chose de façon un peu plus qualitative parce que ça me servira pour la suite. Ici, j'ai une activité qui est plus grande et l'épaisseur est plus grande. Ici, j'ai une activité qui est plus petite. Les écoulements, ils vont de l'activité plus petite vers l'activité plus grande. Donc, ils tirent l'actine vers l'endroit où l'activité est plus grande. C'est ça l'origine des écoulements corticaux, notamment dans une cellule.
J'ai un dernier point. Je vais vous parler de polarisation de la couche corticale. C'est troisièmement. Alors, ce que je vous ai dit, c'est presque la première chose que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a motilité cellulaire. Une cellule ne peut bouger avec une vitesse fixe dans une direction donnée que si elle est polarisée. Vous voyez que ça me donne un mécanisme de dépolarisation. Si j'arrive à créer une perturbation comme ça à un endroit donné, ça va changer à cet endroit-là l'activité de la cellule. Ça crée un gradient, et ce gradient-là, ça crée une polarisation. Alors, il ne faut pas le faire sur un plan, il faut le faire sur une sphère. Alors, je vais prendre les mêmes couleurs. Si je pars avec une sphère, si j'augmente delta de zeta de ce côté-là, alors je vais faire autre chose. Je ne vais pas l'augmenter, je vais le diminuer, parce que ça correspond à l'expérience que je vais vous montrer dans une minute. Donc je vais avoir un delta de zeta qui est négatif. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, la courbe corticale est moins épaisse. Il y a un écoulement. Ça va dans l'autre sens de là-bas, donc l'écoulement, il est comme ça dans le cortex. Et puis ici, la couche corticale va être plus épaisse, la dépolymérisation sera plus importante. Alors ce que je veux vous montrer, et ça c'est quelque chose pour le faire, il faut que j'amène un signal ici, donc j'induis la polarisation avec un signal extérieur. Alors, je vais vous montrer un résultat expérimental. C'est une expérience sur laquelle on avait travaillé avec Hervé Turlier. Ce que vous voyez là, c'est une cellule, alors c'est une cellule 3T3. Et puis ce qu'ils font, alors c'est Philippe Bain dans l'équipe de Maïté Copé, c'est qu'ils approchent une bille et ils touchent la cellule. Et c'est important, vous allez voir qu'ils touchent la cellule. Quand ils touchent la cellule se déforme. Une fois que la cellule est anisotrope comme ça, la tension est anisotrope. Si vous rendez la tension non homogène le long d'un objet, ça va changer la forme. Donc vous allez voir ce qui se passe. La cellule qui était ronde devient une espèce de poire. Elle s'allonge comme ça. Et vous m'accorderez que celle-là, elle est vraiment polarisée. Elle a une poire, elle a une forme de poire, il y a un avant et un arrière. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a approché cette bille-là. Alors cette bille, elle est recouverte d'un composé qui est de la fibronectine, qui est une molécule d'adhésion. Et c'est l'effet de la fibronectine qui polarise la cellule. Alors je vous ai dit, pour que la cellule puisse bouger, elle peut être polarisée. En gros, en physique, quand une symétrie autorise quelque chose, ça se produit. Sauf si par un accident, le préfacteur est 0. Ce n'est pas le cas ici, sauf que quand on touche la cellule, on l'attrape la cellule avec la bille qu'on approche. C'est une molécule d'adhésion, et donc on l'empêche de bouger. Donc si on lâchait la bille, elle bougerait. Ils ont refait l'expérience de ce côté-là avec une bille qui n'a pas de la fibronectine mais qui a de la polylysine. La polylysine ne fait rien. Et si la polylysine ne fait rien, la bille reste sphérique, qui est ce que vous voyez ici. Après, on peut analyser ça. Il y a un effet qui est celui-là, qui est qu'on décroîtrait l'activité à ce point-là et que la décroissance de l'activité induirait cet effet-là. Il y a un deuxième effet qui est qu'on peut aussi agir sur la vitesse de polymérisation. Bien sûr, si je décroît la vitesse de polymérisation localement, alors ce n'est pas très compliqué, hein, il faudrait que je perturbe ici en disant qu'il y a une... Où est-ce qu'elle est ? Que je dise que là, il y a une variation de la vitesse de polymérisation et ça va créer le même effet.
les deux effets pour aller dans le même sens. Et c'est un peu ça le schéma qu'il y a là-haut, qui a été fait par Hervé, qui est là, qui a calculé la forme de cette cellule-là quand on approche cette bille. On connaît le signe de l'effet parce qu'on voit dans quel sens ça se déforme. Et pour que ça fasse une poire comme ça, il faut que la couche soit moins épaisse ici. Il faut que la tension soit plus faible ici. Donc on sait dans quel sens va aller l'effet. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces deux sens-là, comme on sait que ça doit dépolymériser. Donc ça, c'est un moyen. Un signal extérieur peut polariser une cellule. Et si un signal extérieur polarise une cellule, la cellule peut se mettre à bouger. Je ne vais pas discuter le mouvement ici. Je reviendrai dans un ou deux cours sur la façon dont une cellule comme ça peut bouger. Il y a aussi des mécanismes de polarisation spontanée. C'est un mécanisme que les physiciens aiment bien. Ce que j'entends par là, c'est que je peux partir d'une cellule qui a une symétrie sphérique comme la cellule qui est là-haut, et puis spontanément, le cortex de la cellule brise la symétrie, la cellule devient anisotrope et elle peut bouger. Il y a probablement plusieurs mécanismes pour ça. Il y en a un que je vais vous citer, qui est dû à Rhoda Hawkins. Fils-rêve E. Ce que regardait Rhoda Hawkins, c'est la nucléation de filaments à l'intérieur de la cellule, alors soit de l'actine pour faire le cortex, soit des microtubules, et puis elle couplait ça à une molécule de signalisation qui marcherait le long des filaments et qui viendrait faire un feedback positif sur la nucléation de clusters de filaments. Donc il y a un feedback positif qui conduit à une instabilité et qui rend la cellule anisotrope, comme celle-là est anisotrope, sauf que ça se fait sans signal extérieur. Spontanément, la cellule se polarise à cause de ce feedback positif. Les deux existent. Celui-là, il est simple, il rentre bien dans ce que je veux vous raconter après. Le mécanisme de Rhoda, il est un peu plus compliqué à expliquer. Et je vous renvoie à cet article-là où vous verrez la façon dont apparaît cette polarisation spontanée. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'actine corticale. Peut-être le point le plus important, c'est qu'un gradient d'activité, ça crée toujours un écoulement. Et puis cette histoire de polarisation qui nous sera utile pour la suite. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est un peu changer de sujet et passer aux kératocytes. Alors il faut que je change là aussi. Donc ça, c'est le cours suivant que j'ai appelé kératocytes et lamellipode. Alors, je vous ai déjà montré des kératocytes. C'est cette cellule qui est là. C'est une cellule d'épiderme de poisson. Et c'est une cellule que les gens qui étudient la motilité cellulaire aiment bien. C'est une cellule qui avance très vite. Elle a une structure assez simple. Il y a une très grande surface plane à l'avant qui est essentiellement constituée d'actine et de moteurs moléculaires myosine. Et puis vous avez le corps cellulaire qui est à l'arrière ici. Ce n'est pas la même image que celle que je vous ai montrée avant. Celle-là, elle vient de Julie Thériault, qui est une des personnes qui a beaucoup travaillé sur ces expériences avec des kératocytes.
Avant de parler vraiment de kératocytes, je voudrais vous montrer une autre expérience qui m'a fasciné pendant longtemps, et pendant longtemps, je n'arrivais pas du tout à faire le moindre modèle théorique sur cette expérience. Celui qui a eu l'idée pour faire ça, c'est Andrew Callan Jones. Et ce qu'on va étudier, c'est ce que Verkovsky a appelé des fragments de kératocytes. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier à avoir fait des fragments, et je ne vais pas du tout vous expliquer le mécanisme de formation des fragments. Ce que fait Verkovsky, c'est qu'il prend un kératocyte comme ça, il ajoute une drogue, et puis quand il ajoute une drogue, se détache de la partie avant, de la partie plate, des petites parties de ce lamellipode, qui sont des fragments, et qui peuvent rester sur la surface comme des cercles à peu près parfaitement circulaires pendant des temps assez longs. Donc vous avez un exemple ici de ce fragment de kératocyte qui reste sur la surface sans bouger. Ça peut rester comme ça pendant une demi-heure. Alors ces fragments, on les aime bien parce que c'est des choses qui sont à peu près parfaitement plates. Du point de vue biologique, c'est extrêmement simple. En gros, il y a de l'actine et de la myosine à l'intérieur. Ce n'est pas tout à fait vrai, je crois qu'il y a des mitochondries aussi qui régénèrent l'ATP, mais en gros, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc pour un physicien théoricien, c'est parfait. Ce que vous avez, donc ça, c'est une image de fluorescence d'un kératocyte qui est vue par-dessus. Ce qui est marqué en bleu, c'est l'actine. Vous voyez que l'actine se concentre au bord ici. Ça, c'est parce que l'actine polymérise par le bord. Donc vous avez polymérisation de l'actine au bord, et puis ça, c'est les myosines qui sont à l'intérieur. Ça, c'est un état stationnaire qui reste à peu près à ce rayon-là pendant une demi-heure. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fluctuation, mais si vous polymérisez au bord, ça veut dire que c'est certes un état stationnaire, mais il y a un écoulement. Si ça polymérisait à l'extérieur et qu'il n'y avait pas de mouvement vers l'intérieur, l'objet croîtrait. Donc l'actine polymérise vers le centre, c'est dépolymérisé au milieu, et vous pouvez repolymériser, et donc il y a un flux d'actine vers le centre. Qui est due à la polymérisation à l'extérieur et la dépolymérisation à l'intérieur. Alors l'expérience que je trouve fabuleuse, c'est cette expérience-là, qui est faite par M. Verkovsky. Alors elle est toute petite, là. On va la relancer. Je vais avoir du mal à le faire. Vous voyez, ce qu'il fait là, c'est qu'il va vers ce fragment, et le mot qu'il utilise dans l'article, je l'ai relu hier soir parce que je voulais utiliser le même mot que lui, c'est qu'il pousse un tout petit peu le kératocyte avec une fibre de verre. Et quand il le pousse avec une fibre de verre, ça pousse le kératocyte et il se met à bouger. Il bouge avec une forme, je vais vous la remettre, qui est à peu près la même que celle le fragment bouge avec une forme qui est à peu près la même que celle du kératocyte au départ. Cette forme qui en espèces, ils appellent ça une forme en forme de canoë, et avec une vitesse qui n'est pas très différente de celle du kératocyte au départ. Ce que ça veut dire ça, c'est que, en gros, avec de l'actine et de la myosine, ça suffit pour qu'un kératocyte bouge. Et ce que je voudrais discuter dans un premier temps, c'est pourquoi, ça veut dire que ces régions circulaires, quand on les titille un peu, deviennent instables. Et je vais discuter la stabilité de ces régions circulaires, et puis après la forme que cette région circulaire doit prendre quand on la titille. Alors, je vais appeler ça les instabilités des fragments. Donc au départ, mon fragment, c'est un cercle. Il a un rayon R. Et puis, j'insiste bien sur ce fait que comme ça polymérise à l'extérieur ici,
et que ça dépolymérise à l'intérieur, il y a un champ de vitesse. Si le fragment est parfaitement circulaire, il y a une symétrie de révolution, ça veut dire que le champ de vitesse il va être radial et dépendre que de R. Donc j'aurai un champ de vitesse V0 de R radial. Alors, la première chose que je vais écrire, c'est la conservation de l'actine. Je vais supposer que c'est un système à un seul composant à l'intérieur, donc je vais considérer qu'il y a un seul fluide, ce n'est pas vrai tout à fait, mais enfin, ce n'est pas une très mauvaise description, et je vais supposer que c'est un fluide incompressible. L'équation de conservation de l'actine, je vous l'ai écrite la semaine dernière, la divergence de V, alors pour un fluide normal, pour un fluide incompressible classique, la divergence de V est égale à 0 en hydrodynamique. Ceci dit, là, il y a de la dépolymérisation. La dépolymérisation se fait avec un taux Kd localement, et donc la divergence de V pour un fluide qui dépolymérise, c'est divergence de V égale moins Kd, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière. Maintenant, vous pouvez écrire la divergence en coordonnées cylindriques pour décrire ça. Et la solution pour la vitesse est extrêmement simple. La solution pour la vitesse, c'est V, c'est V0, égale moins Kd R sur 2. Maintenant, il y a une chose que je ne connais pas. Je vous ai dit, il y a un rayon ici, mais je ne connais pas ce rayon. Alors, comment est-ce que je vais faire pour écrire ce rayon? Je vais regarder à quelle vitesse avance ce point ici. La vitesse à laquelle il avance, c'est dr sur dt. dr sur dt, il y a deux effets, c'est comme les exemples que j'ai discutés la dernière fois. Il y a l'effet de la polymérisation. J'ajoute de la matière ici et ça fait avancer la surface. Donc ça, c'est V polymérisation. Puis il y a aussi le fait que l'actine bouge. Alors l'actine, elle bouge vers l'intérieur, il y a une vitesse, je vais mettre plus V, mais V est négatif. Maintenant, je peux remplacer V par sa valeur. Et je trouve que dr sur dt égale 0. Si R égale 2. Vp sur Kd. Donc rien qu'avec la conservation de l'actine, si ça polymérise au bord et que ça dépolymérise à l'intérieur, ça me fixe le rayon qui est 2Vp sur Kd. Je ne suis pas tout à fait fini avec l'état stationnaire. Je vais écrire l'équation d'équilibre des forces de l'actine maintenant. Alors bien sûr, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai fait dans le cours précédent, c'est-à-dire de considérer l'actine comme un fluide actif. Je vais encore simplifier, je vais faire plus simple que ça, je vais ignorer le terme actif. Je vous montrerai après pourquoi je l'ai ignoré, on peut le remettre et je vous dirai ce que ça fait. Mais pour l'instant, donc, je considère que c'est un fluide simple. Je mets actif entre parenthèses et puis j'ignore l'activité. Donc ce fluide simple, il a une viscosité que je vais appeler état. Et puis il y a une friction sur la surface en dessous que je vais appeler xi. Alors je vous ai dit au premier cours que ce que je vais faire, c'est ignorer l'inertie tout le temps. Donc l'équation d'un fluide où j'ignore l'inertie, c'est l'équation de Stokes à laquelle il faut que je rajoute la friction. État gradient carré V plus moins gradient P égale xi V. Ça, c'est l'équation de Stokes si je mettais 0 de ce côté-là.
J'ai rajouté une friction, ça c'est un coefficient de friction par unité de surface. Maintenant, j'ai deux mécanismes qui décident de l'énergie. J'ai la viscosité du fluide et j'ai la friction sur le substrat. Si je compare ces deux termes-là, c'est ce que j'ai fait il y a deux cours, ça me définit une longueur. Je vais appeler lambda, qui est telle que lambda 2 égale état sur xi. Ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que la viscosité est négligeable. Quantitativement, ce que ça veut dire, c'est que je peux définir un paramètre qui est petit, que je vais appeler epsilon 2, qui est lambda 2 sur R2. Vous voyez que si je redimensionnalise les longueurs par R, le coefficient de Laplacien V, ça va être epsilon 2. Et quand epsilon tend vers 0, je peux oublier ce terme-là. Alors ça, c'est une équation qui est extrêmement bien connue de gens qui font de l'ingénierie. C'est ce qu'on appelle la loi de Darcy. Elle a été inventée par M. Darcy, qui était un ingénieur qui s'occupait des fontaines de la ville de Dijon. Mais vous voyez que je connais V. V radial est égal à moins KdR sur 2. Ça, c'est juste dP sur dr dans la direction radiale. Donc, si j'intègre, je calcule la pression. Donc, j'ai le champ de pression. Et alors, il faut que je l'écrive correctement. C'est xi kd sur 4 plus gamma sur R. Comme la vitesse est proportionnelle à R, quand j'intègre, ça va me donner le terme en K2R2. Puis après, il faut que je écrive une condition aux limites au bord. La condition aux limites au bord, c'est que P de R, c'est là, c'est à l'intérieur de la courbure. Donc P de R, c'est la pression extérieure plus gamma sur R. La pression extérieure, je peux la choisir comme référence des pressions. Donc ce terme-là, je peux le choisir égal à 0. Et si vous faites petit r égale grand R, ce terme-là s'annule et ça donne bien que P de R est égal à gamma sur R. Le point sur lequel je veux insister pour comprendre qualitativement ce que je vais faire, c'est que P est croissant avec R. Donc P augmente avec R ou diminue quand R diminue. Donc voilà ce qui se passe quand le fragment est stationnaire. C'est extrêmement facile de tout calculer. Et on a toutes les quantités qui peuvent nous intéresser, la pression, le champ de vitesse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter une perturbation. C'est-à-dire que je vais supposer qu'à un endroit donné, la forme est plus donnée par R qui est isotrope, c'est R plus une petite quantité U qui dépend de θ. Donc R de θ et de T. Également rayon R qui était le rayon fixé par la polymérisation, qui est écrit quelque part ici, plus U de θ et de T. Maintenant, si je perturbe la forme, ça va me perturber le champ de vitesse, donc la vitesse V. Alors je vais écrire VR, je n'aurai pas besoin de Vθ. Ça, c'est V0 de R, plus un delta VR. Et il y a aussi une perturbation de la pression. P, c'est P0. Qui dépend de θ aussi.
Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est calculer les propriétés, la forme l'équation pour la forme du kératocyte quand elle est déformée, de l'évolution de la forme quand je déforme à l'instant t égale 0. Alors, je vais écrire l'équivalent de cette équation-là. Donc, d de r de θ sur dt. Ça, c'est du sur dt, parce que le r initial, il est stationnaire. Donc, c'est du sur dt. Égale, il y avait un plus là, Vp, ça ne change pas, donc la vitesse de polymérisation elle est normale. Si mon U est petit, ça ne va pas trop dévier de la normale, donc je ne change pas la vitesse de polymérisation. Plus un V0, sauf que mon V0 maintenant, il ne faut pas que je le prenne ici, il faut que je le prenne ici. Donc c'est V0 de R plus U. Plus delta VR. Celui-là, je peux le prendre au point grand R parce que la correction en U, elle me fera une terme du deuxième ordre, donc je ne vais pas la prendre en route. Donc voilà ce que j'ai envie d'écrire. Les termes d'ordre 0 s'annulent, c'est-à-dire que Vp plus V0 de R, c'est égal à 0. Donc il me reste le terme en U ici, cette fonction est linéaire, donc ça fait moins kd U sur 2 plus delta VR de R. Et je vais insister sur le fait qu'il dépend de θ ici. Donc voilà comment varie le rayon si je sais calculer ce delta VR. Après, je peux revenir à mon équation de Darcy. Ça, c'est moins gradient P, donc moins gradient delta P, égale si delta V. Je vais prendre le Laplacien, la divergence de cette équation-là. Divergence de gradient, c'est le Laplacien de delta P. Et puis divergence de delta V. Divergence de V, c'est moins kd. Quand je fais la perturbation, l'ordre 0 élimine le kd, c'est linéaire, donc divergence de delta V, c'est 0. Donc l'équation pour delta P, c'est Laplacien de delta P égale 0. C'est une équation de Laplace. J'ai un problème qui, naturellement, est une déviation du cercle. Donc, évidemment, je vais tout décomposer en mode de Fourier. Je vais écrire que delta P, c'est Pm bar de R exponentielle Im θ. Je vais écrire que U, c'est Um bar Um de R exponentielle Im θ. Et delta VR, c'est Vm de R exponentielle Im θ. Ce qui est simple, c'est d'utiliser cette équation de Laplace pour calculer delta P. Il y a deux solutions, mais il y en a une qui diverge en 0, et ça fera une solution singulière. Donc la seule solution, c'est celle qui ne diverge pas en 0, et la solution, c'est delta P égale une constante Pm, R puissance M, exponentielle Im θ. Puis après, si je veux calculer delta V, j'utilise l'équation de Stokes. Donc delta V, R, delta V ou VM, ouais, mais delta V, R, c'est PM. Il faut que je prenne la dérivée de ça. Ça fait la dérivée de Rm, ça fait M R puissance R-1. Il y a un xi.
il y a un signe moins parce que le gradient de P, c'est moins que 6V. Donc je connais delta V comme ça. Je connais delta P. Il me manque encore une chose, c'est cette constante P ici. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas encore écrit. C'est la loi de Laplace sur la surface. Donc ça, c'est l'équivalent de ça. Donc il faut que j'écrive P de R. Donc P au bord, c'est P de R plus U. C'est P0 de grand R plus dP0 sur dr en R fois U plus delta P de grand R. Ça, c'est la pression au bord. C'est P de R plus U pour lequel j'ai fait un développement au premier ordre, plus delta P. Et ça doit être égal à gamma fois la courbure. Ça, c'est la loi de Laplace. Alors, la courbure, maintenant, ce n'est pas simplement 1 sur R, parce qu'il y a une courbure associée à la perturbation que j'ai mise. Donc, la courbure H, c'est 1 sur R moins U sur R2 moins 1 sur R2 D2U sur dθ2. Ça, je le connais. Ça, je le connais. Ça va être quelque chose qui dépend de PM, et ça va me permettre de calculer PM, cette histoire-là. Donc, je calcule PM. Si je calcule PM, je connais delta VR, et je peux reporter dans l'équation qui est ici, et ça va me donner une équation pour le mode de Fourier de mode M. DUM sur dt égale oméga m fois U. Si oméga m est positif, c'est instable et la surface va se déformer. Si oméga m est négatif, ça relaxe vers un cercle. Alors, oméga m, c'est m-1 kd, facteur de 1,5. C'est 1,5 moins gamma sur XR3, facteur de m plus 1. KD aussi. N. Oui, il y a un KD, parce que j'ai mis KD en facteur. Ça veut dire que ce terme-là déstabilise. Cette fois-là, la déstabilisation, elle est proportionnelle à KD. Ce terme-là stabilise. Ça, il y a un peu deux termes là-dedans. Il y en a un qu'on comprend bien, c'est que si j'augmente la tension de surface, à la fin, ça sera tellement difficile de déformer l'interface que ça doit être stable. Ce qui est un peu moins trivial, c'est que plus je rends la friction petite, plus c'est stable. Pourquoi ? Parce que la force, c'est la force de friction sur le substrat, et c'est la polymérisation qui crée le mouvement. Et la force de friction qui va être ce qui déstabilise, plus la friction est petite, moins elle va être importante et plus ça va être stable. Donc voilà un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il y a des choses particulières pour m égale 0. En fait, pour m égale 0, le problème n'existe pas, parce que m égale 0, c'est le cas où je dilate
la surface de façon uniforme. Mais je vous ai dit que l'air était constante, donc il n'y a pas de problème pour m égale 0, il n'y a pas de modulation L égale 0. M égale 1. Vous voyez que m égale 1, oméga 1 est égal à 0. La raison, c'est que si vous prenez un cercle et que vous le perturbez, une perturbation avec m égale 1, ça déplace le cercle. Donc ça ne change pas la forme, ça ne fait que translater le cercle. Donc ça doit être un mode marginal. Donc ce mode m égale 1, il a toujours oméga m égale 0, le cercle garde la même forme. Et puis après, tous les modes peuvent être stables ou instables. Si m est suffisamment grand, quand je baisse, alors je vais définir un paramètre bêta ici. Si ce paramètre bêta est suffisamment petit, les modes deviennent tous instables pour une valeur critique. Quand j'abaisse bêta, donc je pars de quelque chose de stable, bêta est très grand. Si je baisse bêta, le premier mode qui devient instable, c'est le mode m égale 2. C'est pour bêta égale 1 sur 2 fois 2 plus 1, ça fait bêta égale 1/12. Puis si je continue à déformer, m égale 3 devient instable, m égale 4 devient instable pour des valeurs un peu plus grandes. Donc ce que ça me dit, ça, c'est que si la tension superficielle n'est pas trop grande ou que la friction est suffisamment grande, ce terme-là est plus petit que celui-là et le fragment est instable. Alors, j'ai répondu à une question, c'est pourquoi le fragment est instable. Il y a deux questions à laquelle je n'ai pas répondu, c'est que j'ai aucun moyen de calculer la vitesse comme ça, et j'ai aucun moyen de calculer la forme. Alors, c'est ça que je veux discuter maintenant. Avant de faire ça, il y a deux choses qu'on peut réintroduire. Oui, Vincent. Il n'a pas expliqué non plus pourquoi il faut pousser avec une pipette si c'est instable. Attends, on va y arriver peut-être après. Ce qu'il est en train de dire, et c'est une bonne question, c'est que il faut pousser avec une pipette, donc spontanément, ça ne se produit pas. Alors, je vais te montrer un truc qui suggère pourquoi ça se produit. Je n'ai pas d'explication très claire de ça. C'est de l'adhésion, non ? Ça sort de ce modèle-là. Avant ça, je veux rajouter deux choses. Je veux rajouter la viscosité et je veux rajouter la contrainte active. Alors, on peut les traiter en perturbations. Malheureusement, c'est des perturbations singulières, donc le calcul est un peu compliqué. Le paramètre de développement, c'est le paramètre epsilon 2 que j'ai écrit pour la viscosité ici. Donc ça, c'est le terme de epsilon égale 0, puis on va chercher le terme en epsilon 2. Alors, oméga m à l'ordre epsilon 2 égale kd m-1. Kd, ça fixe l'échelle de temps, et m-1, que je mette la viscosité, que je fasse quoi que ce soit, ça doit être un mode marginal. Donc il y a 1/2 plus epsilon 2, facteur 2, zeta delta mu sur eta kd, moins 2m, moins bêta fois mm plus 1. Donc à la fin, si je suppose que epsilon est petit, les termes que j'ai négligés, ils sont petits. Il y en a un qui est simple. La correction qui est due à la viscosité, c'est ça. La viscosité, elle est cachée dans epsilon 2. Epsilon 2 est proportionnel à la viscosité. La viscosité, ça rajoute un mécanisme de friction, donc on s'attend à ce que ça dissipe plus, donc on s'attend à ce que ce soit plus difficile de créer l'instabilité. Et ça, c'est un terme qui a un signe moins, donc ça atténue bien l'instabilité. Ce qui est moins trivial, c'est que ça, c'est la contrainte active. La contrainte active, elle est négative, c'est ce que je vous dis depuis 2 cours. Et donc ce terme-là aussi est négatif. Donc dans ce problème-là, la contrainte active qui est contractile, elle n'est pas déstabilisatrice, elle est stabilisatrice.
Sauf que j'ai un peu triché parce que le calcul n'a pas été fait extrêmement proprement. Ce qu'a fait Andrew, c'est qu'il a supposé que la polarisation restait radiale et il a introduit la contrainte active si la polarisation reste radiale. Je pense que c'est pour ça que la contrainte active est stabilisatrice. Je vais vous montrer dans un petit moment que si je prends le problème plus général, la contrainte active peut-être déstabilise la chose. Maintenant, ce que je vais essayer de discuter, c'est le mouvement du fragment. Alors, avant de discuter le mouvement du fragment, peut-être c'est la chose la plus importante que j'aurais dû faire, il faut que je vous explique pourquoi c'est instable. Donc, je vais reprendre mon dessin. Supposez que je fais une perturbation comme ça. Si je fais une perturbation comme ça, je vous ai dit que la pression était croissante. Ça veut dire que, et la pression au centre ne va pratiquement pas bouger. Donc ça veut dire que si la pression est croissante, la pression est négative ici. Si la pression est négative, pour maintenir la condition aux limites, il faut que je rajoute une pression positive. Et cette pression positive va pousser ce fragment-là vers l'intérieur. Cet argument-là, c'est le même que l'explication de l'instabilité de Saffman-Taylor. Donc cette instabilité-là, et on le voit bien, hein, parce que les équations, les instabilités qui sont basées sur le Laplacien d'une pression qui est égale à 0, ça ressemble toujours beaucoup à l'équation de Saffman-Taylor. Et à cet ordre linéaire-là, le calcul que je vous ai fait, c'est plus ou moins le calcul de l'instabilité de Saffman-Taylor. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'instabilité de Saffman-Taylor, ça se fait entre deux plaques très très proches les unes des autres, quelques millimètres, alors que les places font quelque chose comme 1 mètre. Vous mettez un fluide visqueux à l'intérieur, et vous poussez le fluide visqueux avec un fluide non visqueux, et ça fait des superbes doigts. C'est la même instabilité que ça, c'est la même à l'ordre linéaire, c'est plus tout à fait pareil à l'ordre non linéaire. Mais une fois qu'on a réalisé que ça ressemble à l'instabilité de Saffman-Taylor, il faut que ça se passe comme ça. C'est-à-dire il faut que quand la tension de surface est grande, ça soit stable, et quand la tension de surface est petite, c'est instable. Il y a aussi un terme linéaire en Q, hein, si vous faites en vecteur d'onde, si vous regardez l'instabilité de Saffman-Taylor. Donc les gens qui ont étudié ça, en gros, il y a deux groupes. C'est des experts de l'instabilité de Saffman-Taylor. Il y a Jaume Casadmonte. Il y a Martin Benhamar. Alors, Jaume Casadmonte, c'est avec Karl Eschblanch dans Fish Letters en 2013. Et Martin Benhamar, c'est dans EPJX en 2016. Alors les deux, c'est un peu la seule chose commune entre ces deux travaux, on fait ça en utilisant des méthodes de transformation conforme. Ça, c'est assez naturel. Hein. On sait que quand il y a des problèmes laplaciens à deux dimensions, quand on utilise des méthodes de transformation conforme, en général, ça aide. Mais c'est vraiment le seul point commun entre ces deux articles-là. Et ils sont partis tous les deux sur des extensions du problème non linéaire qui sont complètement différentes. Et tous les deux trouvent une vitesse et une forme pour le fragment. Je vais commencer par celui de Jaume Casadmonte. Jaume Casadmonte, il a pris exactement le modèle initial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte active, il n'y a pas de viscosité. Donc c'est le problème qui correspond à cette instabilité-là. Il y a un paramètre ici qui gouverne l'instabilité, qui est bêta. Je vais vous montrer les résultats qu'il a obtenus par sa méthode de transformation conforme. Avant ça, je voudrais vous montrer un résultat qui, pour son article, est
un peu marginal, mais qui, moi, m'a expliqué beaucoup, beaucoup de choses, mais qui n'est vrai que pour ce problème-là spécifique. Donc, ce qu'il regarde, c'est un fragment. Donc, les fragments, ils ont un peu cette forme-là. Il y a une aire que je vais appeler A. Et puis, il y a une longueur, un périmètre, si vous voulez, que je vais appeler L. Une première chose, c'est que c'est assez facile de faire le bilan global de masse. Je vais calculer dA sur dt. Pourquoi est-ce que la masse change? Elle change parce que j'ajoute de la matière par polymérisation. La vitesse à laquelle je la rajoute, c'est Vp le long de la normale. Et puis, je le fais le long du bord. Donc, ce qui augmente l'air, c'est L fois Vp. Puis, ce qui diminue l'air, c'est la dépolymérisation. J'ai dit qu'il y avait un taux de dépolymérisation constante. Si j'intègre, ça va être le taux de dépolymérisation fois l'air, donc moins Kp fois A. Et vous voyez que LVP égale Kp fois égale Kd, pardon. Si vous écrivez ça, vous allez retrouver le rayon que j'ai écrit tout à l'heure. C'est normal, hein, ça marche pour une forme quelconque, mais ça marche pour la forme circulaire. Ce qu'ils font après, alors je vais le faire pas tout à fait dans le même langage qu'eux, parce qu'ils le font avec des variables complexes, donc je vous ai enlevé les variables complexes qui me paraissent un peu compliquer le problème. C'est qu'ils disent, en fait, on peut essayer de calculer d'autres quantités qui restent constantes. Donc ils définissent le centre de gravité, centre de masse, Rg, c'est 1 sur A, somme sur toute cette région oméga qui est à l'intérieur ici, de RdS. Et ce qu'il calcule, alors il calcule ça parce que... Oui. Tout ça, c'est entouré d'une membrane qui est ici. La membrane, si ça se passe très très lentement, au fur et à mesure que le processus se fait, la tension de surface peut varier. Ou la membrane on peut rajouter de la membrane et la tension de surface est, j'allais dire, bufferisée, tamponnée à une valeur qui est à peu près constante. Donc si tu ne regardes pas à des échelles de quelques secondes, c'est une demi-minute, hein, les temps de relaxation, ou une minute, les temps de relaxation de la tension de surface. Ça n'a même pas besoin de l'attendre, elle relaxe vers une valeur constante. Comment ? Non, il y a des lipides, il y a des réservoirs de lipides à l'intérieur et ça doit exister aussi à l'intérieur de ces fragments. Donc ce à quoi il s'intéresse, c'est ça. Et il calcule une quantité qui, pour moi, n'a pas vraiment de sens physique, mais qui s'avère donner un résultat intéressant. Il calcule d sur dt de A fois Rg. Si on est dans un état stationnaire, A est constant, et drg sur dt, la vitesse du centre de masse, c'est la vitesse de la cellule. Donc ça, c'est A fois U. U est la vitesse de la cellule. Égale. A fois U, c'est juste cette intégrale-là. Il y a des points, une fois que quand je déplace quand le fragment se déplace ici, tous les points qui sont communs aux deux surfaces, ils ne vont pas bouger, donc ils vont donner la même contribution. La seule chose qui change, c'est le volume sur lequel j'intègre ici. Et je passe d'un volume à l'autre en déplaçant avec une vitesse qui est la vitesse normale, Vn ici. L'air balayé pour un petit morceau de taille dl, c'est Vn dl. Donc cette intégrale d sur dr, ça c'est d sur dt de somme de RdS. Ça c'est la somme sur le bord de dl, où L est la coordonnée le long du bord, fois la vitesse normale.
Maintenant, la vitesse normale, c'est la somme de deux choses. C'est la vitesse de polymérisation plus la vitesse de l'actine. Ça, c'est la vitesse normale de l'actine. Ça, c'est la vitesse de polymérisation. Et la vitesse normale de l'actine, ben, je l'obtiens simplement en prenant l'équation de Darcy, en faisant le produit scalaire avec la normale. Donc Vn, c'est xi Vn, c'est xi n scalaire V. Mais xi V, c'est moins gradient P. C'est moins gradient P, moins n scalaire gradient P. Donc Vn, c'est moins n scalaire gradient P sur xi. Après, ici, j'ai deux termes. Donc AU, c'est somme dl sur le bord de la surface Vp plus moins somme sur le bord dl, ça fait n scalaire gradient P sur xi. Celui-là, je vais le garder comme ça, et il manque le R. Celui-là, je vais le garder comme ça. Celui-là, il faut faire des manipulations mathématiques que je ne vais pas vous faire parce qu'elles sont un peu subtiles. Mais en gros, il faut intégrer par partie. Deux fois. Et en intégrant par partie deux fois, quand on voit le calcul qui est dans l'appendice de leur article, tout se passe bien. De là à imaginer qu'il faut faire comme ça, c'est un peu plus compliqué. Si on intègre par partie deux fois, ce qu'on trouve, c'est que A fois U est égal à somme d oméga de R Vp moins Kd somme sur oméga de RDS. Ça, c'est presque le centre de masse. Donc, ça fait AU égale Vp 1 fois Rg moins Kd c'est celui, pardon, je les ai inversés. C'est celui-là qui est le centre de masse, donc c'est moins KdA fois Rg plus Vp comme sur d oméga de RdR. Alors ça, c'est une interprétation géométrique simple. Si je dis qu'il y a une masse qui est simplement le long de la courbe jaune ici, ça, c'est le centre de masse de la courbe qui fait le tour. C'est le centre de masse du périmètre. Donc je vais définir RL qui est RL égale 1 sur L
somme sur le bord de RDL. J'insiste, je prends cette courbe jaune et je calcule le centre de masse de la courbe jaune en oubliant ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me dit que A fois U, c'est moins KD à RG plus VP L RL. Après, je peux utiliser cette relation-là et je vais trouver que U, c'est VPL sur A, facteur de RL moins RG. J'insiste, quelle que soit la forme, si elle bouge à vitesse constante, il faut que la vitesse constante à laquelle elle bouge, c'est VPL sur A, facteur de RL moins RG. En particulier, ça veut dire que si vous avez des formes qui sont trop symétriques, des formes qui sont symétriques par rapport à un axe au milieu ici, et symétriques par rapport à deux axes perpendiculaires, quelles que soient ces formes-là, on va trouver que RL est égal à RG, et ces formes-là ne peuvent pas bouger. Donc pour que la forme puisse bouger, il faut que le centre de masse de la courbe qui fait le tour soit égal au centre de masse de la surface qui est à l'intérieur. Ne soit pas égal au centre de masse de la surface qui est à l'intérieur. Je trouve ça très joli, sauf que ça dépend de l'équation du mouvement qui est là de façon assez spécifique. Donc si je rajoutais une contrainte active, par exemple, je ne suis pas sûr que cette équation tiendrait, je pense même qu'elle ne tiendrait pas. Ceci dit, ça va nous guider un peu. Alors après, il faut un calcul numérique. Il faut un calcul numérique en... Il faut un calcul... Je ne veux pas voir ça. Il faut un calcul numérique en utilisant une méthode de transformation conforme. Donc ils font des développements en série dans le plan complexe. Ils gardent un certain nombre de termes et le résultat de leur calcul numérique est symbolisé ici. Donc ce qui varie, c'est le paramètre bêta. Ce qui varie, c'est le paramètre bêta, qui est le même que celui que j'ai là-bas. Quand bêta est grand, tout est stable. Quand ils descendent bêta, ils arrivent à bêta 2, qui est la valeur pour laquelle le mode 2 est instable, qui est cette valeur de 1/12e. Puis après, il y a une deuxième chose qui se passe à bêta 3, qui est la valeur où ce mode 3 est instable, qui est 1 sur 3 fois 4 fois 2, qui est 1 sur 24. Ce que vous voyez ici, après, ce qu'ils ont reporté, c'est qu'ils ont regardé dans un plan où ils tracent l'aire de la cellule qui se déplace à vitesse constante en fonction de bêta. Et ils trouvent tout un tas de branches dans ce plan-là, qui sont des courbes, des branchements de cet axe où A serait égal à 0. Vous avez une courbe comme ça, vous avez tout un tas de régions qui sont instables. Quand ils augmentent le nombre de termes dans la série qu'ils utilisent, il y a de plus en plus de régions instables. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'il y a plus ou moins une infinité de branches qui partent de ce point-là, et une infinité de branches qui partent de ce point-là qui sont instables. Peut-être pour illustrer ça un peu mieux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis pour deux valeurs. Alors celle-là, c'est bêta égale 0,06, qui sont partis d'ici, de cette forme-là. Ils ont mis du bruit autour de cette forme circulaire-là, et ils ont regardé la façon dont évoluait la forme. Donc si vous partez de bêta égale 0,06, vous avez une forme, je vais dire en cacahuète, qui se forme ici, et puis c'est cette forme en cacahuète qui se propage. Si vous regardez cette relation-là, la cacahuète parfaite symétrique, elle aurait RL égale RG. Ce que ça veut dire, ça, c'est que bien qu'à l'œil, ces cacahuètes aient l'air parfaitement symétriques, en fait, elles ne le sont pas. Et la différence entre RL et RG permet d'expliquer une vitesse dans cette direction-là. Après, ils ont regardé ce qui se passait pour une valeur un peu plus petite, 0,04. Et pour bêta égale 0,04, il y a une forme qui est une forme un peu arrondie comme ça. Là, on voit bien la symétrie. Et s'il y a la symétrie, le centre de masse du tour n'est pas égal au centre de masse de l'intérieur. Et il y a une vitesse, et il y a une vitesse qui va se propager comme ça. Alors voilà, maintenant, je vais essayer de répondre à Vincent. Tu vois qu'ici, il y a une espèce d'overshoot. Donc si tu pars de ce point-là,
et que tu arrives à perturber la cellule de façon à amener l'air à cet endroit-là, bien que tu sois au-dessus du bêta, tu pourras créer une instabilité. Alors comment est-ce qu'il faut faire ça, je ne sais pas, et comment ça se passe en pratique, je ne sais pas, mais s'il y a quelque chose dans cette théorie-là qui dit qu'on peut arriver à une transition discontinue, à mon avis, il faut le chercher dans cette courbe ici. Ils ont aussi tracé la vitesse. Il y a un truc assez étrange, c'est que si vous regardez ce point-là, la vitesse s'annule extrêmement vite. C'est-à-dire qu'il y a une singularité essentielle, c'est exponentielle moins 1 sur la distance à ce point-là. Vous voyez les variations de la vitesse, ça c'est la vitesse divisée par la vitesse de polymérisation. Ici c'est 10-2, puis quand vous vous rapprochez du point critique qui est là, boum, elle tombe, et elle tombe infiniment vite. La dernière chose que je voulais montrer, c'est qu'ils ont suivi 4 courbes ici, donc 2 qui arrivent au point B2, qui sont les courbes B et D, non B et C, B et A, et 2 qui arrivent au point B3, qui sont A et C. Donc voilà les 4 branches qu'ils ont suivies. Ça, c'est ces formes en forme de cacahuète. À mon œil, à moi, elles sont parfaitement symétriques. J'ai été posé la question à Carles Blanche qui dit je ne sais plus très bien quelle valeur on a utilisée pour le paramètre bêta. Si ça se trouve, ils ont pris des valeurs qui sont très très proches de bêta 2. Et s'ils ont pris des valeurs qui sont très très proches du seuil, la vitesse est extrêmement faible. Et si la vitesse est extrêmement faible, on ne voit pas à l'œil la symétrie. Si la vitesse est 10-12, la surface doit être à peu près symétrique. Pour moi, ça veut dire que ça ne bouge pas. Mais quelque part, formellement, ça bouge. Celle-là, c'est ce qui correspond à cette forme-là. Puis il y a des formes un peu plus compliquées. Quand vous êtes à gauche, la tension de surface est plus grande, donc bêta est plus grand. Bêta décroît comme ça et la vitesse augmente comme ça. Donc, cette forme-là ressemble assez bien à des formes de fragments. Cette forme-là ressemble aussi à des formes de cellules qui bougent. J'avoue que je n'ai absolument pas vu de cellules qui bougent avec des formes comme ça ou comme ça. Ce qu'il faudra arriver à construire, c'est un critère de sélection de la vitesse, et ils ont zéro idée sur la façon dont doit être sélectionnée la vitesse, à part de faire des simulations comme ça, c'est-à-dire de se placer pour une valeur de bêta, de mettre du bruit, et d'attendre dans leur simulation pour voir comment se déforme la cellule quand on part d'un cercle isotrope. Donc voilà cette chose-là. J'insiste, il n'y a pas d'activité là-dedans, et il n'y a pas de viscosité. Donc le deuxième article, c'est celui de Martine avec d'autres gens. Elle prend beaucoup plus de choses en compte. Elle prend en compte le trade milling de l'actine, la contrainte active et la dynamique d'orientation des filaments. Mais, on n'a rien sans rien, elle suppose que la forme reste cylindrique. Si vous supposez que la forme reste cylindrique, pour un cylindre, pour un cercle, RG est égal à RL, donc ça c'est 0 et ça ne bouge pas. Et Martine trouve que ça ne bouge pas. Donc si on ne fait pas autre chose, c'est-à-dire si on garde ce modèle-là et qu'on veut garder une forme circulaire, il n'y a pas de mouvement, et tout le monde est d'accord là-dessus. L'idée de Martine Benhamar, c'est de dire... Alors je ne vais pas vous montrer de forme, parce que les formes, c'est des cercles, donc je ne vais pas vous montrer des cercles. C'est de dire, en fait, il y a les filaments à l'intérieur, ils ont une orientation, ils ont envie d'être parallèles, mais il y a une condition sur la surface. Et si j'impose une condition sur l'orientation sur la surface, l'orientation va varier pour que les filaments au centre soient à peu près parallèles. Ça crée un gradient d'orientation. Un gradient d'orientation, ça fait un gradient de contrainte active. Et ce que je vous ai dit au début du cours, c'est qu'un gradient de contrainte active, ça crée une vitesse locale. Donc l'effet, il vient de là, je pense. Il vient du gradient de vitesse locale qui est induit par le gradient de contrainte active, qui est associé à cette couche limite où l'orientation des filaments varie. La vitesse est extrêmement différente, puisqu'à la fin, ce qu'il trouve, c'est que la vitesse d'avancée elle est proportionnelle à la contrainte active, donc zeta delta U, sur xi fois R, point S, où S c'est le paramètre d'ordre nématique, et il y a un signe moins. S c'est le paramètre d'ordre nématique au centre de
de la cellule qui est circulaire. Ça vous dit combien parallèles sont les filaments au centre de la cellule. Pour moi, ça c'est l'effet que je décrivais tout à l'heure. À cause du gradient d'orientation, il y a un gradient de contrainte active. Ça crée une vitesse, et c'est la friction associée à cette vitesse qui crée la vitesse de la cellule. Ça, c'est un mécanisme qui est un peu compliqué dans ce cas-là, et les calculs sont extrêmement techniques, mais ce mécanisme-là, on le retrouvera dans les cours suivants pour des modèles un peu beaucoup plus simples. Donc voilà ce que j'ai compris sur les fragments. Cet effet-là est important. Je pense que ces effets-là sont importants aussi. Quelque part, il faudrait arriver à mettre tout ça ensemble. Les deux sont quand même extrêmement techniques. Vous pouvez regarder les articles. Donc je vois assez peu d'espoir de prendre en compte tous ces effets-là et tous ces effets-là. Je pense que c'est pour ça que Martin s'est confiné à des cellules qui étaient complètement circulaires et que Jaume n'a surtout pas voulu travailler avec une contrainte active.